Alors aujourd'hui, on va faire un live sur l'acné hormonal et la thyroïde notamment. On va parler pas mal de ça, je pense, puisqu'aujourd'hui on va être avec Adèle Naturo. Donc je vais l'inviter, hop, tout de suite. Hop. Live. Bonjour à toutes les personnes qui commencent à arriver sur le live. Donc comme je disais aujourd'hui, on va parler acné hormonal. Hello Adèle. Ça va, tu me vois bien, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien et toi aussi? Ouais, Ok, c'est bon. Salut à nickel. tous ceux qui sont là. Oui, bonjour à tout le monde. Et comme on m'a posé la question, je vais le préciser, il y aura un replay du live et je vais aussi normalement la mettre sur YouTube si j'arrive à l'extraire et à la mettre sur YouTube. Voilà, pour les personnes qui voudraient la voir de cet endroit-là. Voilà, voilà. Donc, bah écoute, je pense que le plus simple, ce soit que tu te présentes, parce que peut-être que les gens qui me suivent te connaissent pas. Si c'est le cas et que vous connaissez pas Adèle, je vous invite à la suivre tout de suite parce que elle est vraiment super. Elle donne vraiment des super conseils en naturopathie et notamment sur tout ce qui est hormonal et la thyroïde. Donc voilà. Maintenant, si tu veux nous en dire plus sur toi, sur ce que Ok. tu fais, avec plaisir. Déjà, pour ce que tu dis, moi c'est Adèle, donc je suis naturopathe et je suis spécialisée dans la santé thyroïdienne, en hypothyroïdie notamment, et dans le cycle féminin. Donc voilà. J'étais infirmière avant, donc j'ai la double casquette du coup. Et là, je fais toujours des remplacements dans une maison de retraite de temps en temps. Donc voilà. Et puis ça fait quelque temps que je suis installée. J'ai un accompagnement qui est vraiment dédié pour les troubles hormonaux, donc de l'hypothyroïdie, du cycle féminin, du stress. Donc je cible, enfin les personnes qui viennent me voir plutôt sont les personnes qui ont des problématiques d'épuisement, notamment avec de la fatigue chronique, des soucis de cycle, du syndrome prémenstruel, ce genre de choses. Voilà. Et les problématiques d'hypothyroïdie, bien entendu. Oui, ok. Bah, c'est un grand programme et c'est super parce que encore tout à l'heure, je voyais une vidéo sur le fait que la santé de la femme est souvent mise à l'écart de la médecine conventionnelle et c'est bien dommage. Donc, ben, c'est cool quand il y a des personnes qui se spécialisent pour la santé de la femme parce que c'est à la fois complexe mais essentiel. Ouais. Et le cycle menstruel, c'est pas juste un détail, genre, ah tiens, est-ce que j'ai mes règles ou pas? Est-ce que c'est comme ci, comme ça? Non, en fait, la santé, enfin, le cycle menstruel, c'est vraiment, je trouve, la base, en fait, pour la santé de la femme et pour prendre la température de justement comment va ta santé. Ouais. Et je trouve qu'on n'est pas du tout informé sur ça, sur le cycle menstruel, sur comment faire pour en prendre soin. Et donc, je suis hyper contente que tu sois là. Vraiment, je me réjouissais qu'on fasse ce live. Parce que moi, je suis spécialisée dans l'acné et évidemment, bah, c'est en lien avec les hormones. Et donc, on parle souvent d'acné hormonale. Et du coup, il y a une première question que j'ai reçue à ce sujet, c'était ben, quelle est l'hormone qui est en lien avec l'acné? Bon, il n'y en a pas qu'une, mais la question c'était ça, quelle est l'hormone en lien avec l'acné ou l'acné hormonal? Et après, il y avait une question sur comment réduire les hormones androgènes, puisque effectivement, quand on a de l'acné, on a souvent malheureusement trop d'hormones androgènes, ou en tout cas de la DHT, qui est comment dire, la petite sœur maléfique de la Ouais, testostérone. Et c'est elle qui va venir stimuler les glandes sébacées pour créer trop de sébum, et ce qui donne les conditions favorables à développer de l'acné. Donc voilà, on va peut-être commencer sur ça si tu veux. Ben, quelle est l'hormone bah, en lien avec l'acné hormonal? t'as un peu répondu à la question en fait finalement, mais du coup, en fait, les personnes qui ont de l'acné, notamment les femmes, ça va vraiment être un excès d'imprégnation en androgène. Donc c'est ça la problématique principale. Donc je dis bien un excès d'imprégnation, parce que c'est pas forcément que la testostérone elle sera trop élevée ou dans les analyses on la verra trop élevée. Ça peut être plein, en fait, le terrain de la personne qui est inflammatoire, où il y a des problématiques d'hypothyroïdie,
où il y a un cycle en fait féminin qui est déséquilibré avec des problèmes d'ovulation, etc. Et donc tout ça va entrer en lien avec cet excès d'imprégnation en androgène. Donc ça va être vraiment la cause principale. Après, ça n'arrive pas tout seul. C'est-à-dire que il y a plein de choses, plein de facteurs qui vont faire que on peut en arriver là à avoir trop de testostérone, par exemple, ou trop d'imprégnation en testostérone, ou trop de conversion de la testostérone vers la DHT dont tu as parlé tout à l'heure, qui est une hormone qui est hyper androgénique et donc qui nous fait avoir, nous les femmes, des caractères un peu masculinisants, c'est-à-dire l'acné, la peau grasse, le fait d'avoir des poils qui apparaissent à certains endroits où on ne devrait pas en avoir, notamment le menton, la moustache, ça peut être sur les seins, etc. Donc voilà, tout ça, c'est des petits signes qui doivent nous évoquer qu'il y a un déséquilibre, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu vois comme lien entre l'acné et la thyroïde? Parce que toi, tu es spécialisée de la thyroïde Ouais, et je sais que tu connais le lien qu'il y a entre tout ça. Et je pense qu'on n'est pas du tout informé sur ça. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire ouais, plus sur en quoi la thyroïde, ça a un lien presque direct sur l'acné? Enfin, ouais. il y a des choses qui passent par là, mais en tout cas, pourquoi la thyroïde, c'est très important souvent chez les femmes qui ont de l'acné. Alors déjà, il faut savoir que quand on parle d'une hormone, donc là on a parlé des hormones androgènes, on ne peut pas parler des hormones toutes seules. Elles ne fonctionnent pas toutes seules, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent toutes ensemble. C'est vraiment une symphonie en fait. On peut l'appeler la symphonie hormonale. Donc forcément, quand il y a des soucis de déséquilibre, derrière, il va y avoir des déséquilibres dans les autres hormones. Donc ça peut être les hormones du stress, ça peut être les hormones de la thyroïde, ça peut être un problème au niveau de l'ovulation, de la fertilité, de l'équilibre des hormones féminines notamment. Donc il y a tout ça qui entre en jeu. Et il faut savoir que l'hypothyroïdie, la thyroïde, c'est un peu le chef d'orchestre des hormones. C'est-à-dire que du coup, quand elle se ralentit, pour diverses raisons, ça va faire que derrière, va y avoir une cascade en fait de dérèglements hormonaux. Et donc, une thyroïde ralentie avec une hypothyroïdie, ça peut engendrer, par exemple, de la résistance à l'insuline, qui est un des facteurs principaux de l'acné hein, chez les femmes, du coup, aussi. Hein. Au-delà des hormones, il y a aussi cette problématique-là. Peut y avoir l'hypothyroïdie qui va engendrer un déséquilibre des hormones sexuelles chez la femme, notamment. Donc, un déséquilibre de l'ovulation qui va être, comme on l'a dit tout à l'heure au tout début, essentiel, cette ovulation, pour justement avoir un bon équilibre hormonal. Donc, l'ovulation chez la femme, donc le cycle féminin, c'est un reflet vraiment de la santé de la femme. Ça, j'insiste là-dessus parce qu'on en parle vraiment trop peu, je pense, quand on consulte nos gynécologues, sages-femmes, tout ça, de l'importance en fait de suivre son cycle parce que en fait ça nous donnera énormément d'informations sur les déséquilibres qu'il peut y avoir derrière. Voilà, donc l'hypothyroïdie, ça peut aussi engendrer des problèmes d'excès de prolactine. Donc la prolactine qui est une hormone qui va aller bloquer l'ovulation, mais qui peut aussi engendrer des excès d'androgènes. Donc voilà, il y a tout plein de facteurs en fait. Il faut savoir aussi que quand on a un déséquilibre des hormones sexuelles avec une ovulation qui est peu qualitative, on a probablement des déficits hormonaux aussi. Donc par exemple, le manque d'œstrogène peut être un, comment dire, la cause d'un problème d'excès d'androgène, de testostérone. Le déficit en oestrogène va aussi avoir un impact sur l'ovulation et créer un déficit en progestérone. Enfin voilà, il y a tout ça qui rentre en jeu. C'est complexe, hein, mais c'est pour expliquer que l'acné, c'est un problème qui est vraiment multifactoriel. Pour le Ouais. coup, il y a plein de choses à prendre en compte et c'est ça qu'il faut aller regarder, quoi. Pour l'hypothyroïdie, chose que je n'ai pas dite aussi, qui est hyper importante, c'est que quand on est en hypothyroïdie ou quand on a un ralentissement de la thyroïde, même si ça ne se voit pas sur les analyses, ça n'empêche que derrière, ça va impacter la digestion. Et cette digestion, c'est hyper important en fait pour avoir derrière un microbiote qui soit en forme, de qualité, qui ne soit pas perturbé pour avoir des bonnes fonctions au niveau des hormones aussi digestives, du coup.
Forcément, quand on a un microbiote perturbé, bah, derrière, ça peut gérer des toxines qui vont aller un peu engorger le foie, enfin fatiguer le foie. Et donc, ben, on sait, on en parle beaucoup hein, de l'acné avec le lien avec le foie. C'est des choses qu'on retrouve souvent, mais du coup, il faut aussi aller travailler le terrain au niveau de la digestion. Ça, c'est hyper important. Ok, quand tu dis travailler le terrain, Ben, c'est-à-dire le, t'as, le terrain d'une personne, c'est vraiment toutes les fonctions, en fait, de fonctions physiologiques de la personne. Et il va y avoir des déséquilibres, notamment peut-être l'inflammation. Ça, c'est une problématique de terrain. Donc, qu'est-ce qui génère de l'inflammation chez la personne? C'est ça qu'on va aller regarder. Et de toute façon, on ne peut pas travailler le terrain hormonal sans aller regarder ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire le microbiote, l'inflammation, la résistance à l'insuline, etc., etc. Ouais, parce que ça, c'est un truc qu'on ne sait pas forcément. Moi, c'est quelque chose qui m'a surprise quand je l'ai appris il y a 2 ans, je crois, que justement, un trouble digestif pouvait donner une acné hormonale. Ouais, Et pour moi, tu sais, c'était vraiment genre dissocié. Genre, soit tu as un problème hormonal, soit tu as un problème digestif, mais je voyais pas en quoi un trouble digestif pouvait te créer vraiment à partir de zéro un trouble hormonal. Pour moi, tu vois, il y avait vraiment enfin, il y avait quelque chose qui allait pas aussi au niveau des hormones. Mais en fait, non, juste le fait d'avoir peut-être une dysbiose intestinale et de pas bien assimiler les nutriments, donc un problème d'ovulation, parce que l'ovulation, ça demande beaucoup d'énergie, de nutriments, qu'on n'a pas forcément, et le stress, ça nous prive de ces nutriments, ça épuise nos réserves de minéraux, d'oligo-éléments. Et ça, en fait, c'est un problème sur l'ovulation directement. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, si on n'a pas d'ovulation ou qu'on a une ovulation de mauvaise qualité, on va pas produire beaucoup de progestérone, ou pas du tout si on n'ovule pas. ouais. Et ce problème, c'est que ça a créé une dominance en œstrogène par rapport à la progestérone, et ça donne de l'acné. Et, et donc là, on aura une acné hormonale, mais en réalité, qui est créée par un trouble digestif. J'espère que Ouais, c'est et il très faut clair. savoir que la progestérone aussi, elle va avoir des effets de contrebalancer les effets des androgènes. Donc, si on manque de progestérone, au-delà du fait que ça, il y a ce déséquilibre œstroprogestatif, il va y avoir aussi le fait que les androgènes, la testostérone, etc., vont vraiment prendre le dessus. Ouais, totalement. Donc, ok. Et j'ai vu, il y a 2 questions. J'ai vu les filles, vos questions. On les posera à Ouais, la fin, si c'est ok pour tout le monde. Comme ça, je referai la liste à la fin. Mais donc, si vous avez des questions, posez-les dans le chat et puis on y répondra à la fin. Moi, j'ai une question par rapport à l'hypothyroïdie. Donc déjà, comment t'identifies une hypothyroïdie? C'est quoi? Est-ce qu'il y a des tests à faire? Si oui, lesquels? Qu'est-ce qui est vraiment pertinent ou pas? Parce que parfois, on me dit qu'il faut faire des analyses sanguines, mais que c'est pas forcément suffisant, que parfois, c'est mieux de faire des analyses urinaires. Moi, bon, pour le coup, ça a été mon cas, mais peut-être que tu vas pouvoir nous en dire plus de qu'est-ce qu'il faut faire vraiment comme analyse, qu'est-ce qui est pertinent, comment t'identifies, peut-être c'est quoi les symptômes aussi cliniques déjà qui te disent tiens, je vais peut-être aller faire des analyses. En gros, la question c'est un peu quand tu as de l'acné, à quel moment tu te dis bon là, ce serait intéressant d'aller checker la thyroïde, qu'est-ce qui se passe si je veux vraiment pouvoir me sortir de l'acné. ouais, alors c'est une très très bonne question, hein. Donc finalement, c'est ce qui nous permet de mettre en évidence les choses. Alors déjà, moi, la première chose que je regarde chez les personnes pour les problématiques de thyroïde, c'est les symptômes. Donc les symptômes, ça va être vraiment représentatif du ralentissement de la thyroïde, au-delà des analyses, où là, c'est un peu plus complexe et j'en parlerai après. Mais du coup, pour les symptômes, en fait, il y a vraiment des symptômes qui sont bien spécifiques pour l'hypothyroïdie. Ça va être la frilosité. Donc le fait d'avoir tout le temps froid, de mettre le chauffage en hiver très fort et en été de porter un pull alors que des fois les autres ils ont chaud quoi. Donc là ça montre vraiment qu'il peut y avoir un ralentissement. D'avoir toujours les mains froides, les pieds froids en continu constamment. Donc voilà, ça peut être un signe. Le fait d'être constipé, le fait d'avoir des brûlures d'estomac, donc des symptômes plutôt digestifs, le fait d'avoir une espèce de pesanteur gastrique, cette sensation de ne pas très bien digérer les aliments gras, etc. Va y avoir tout ce qui est en rapport avec le psychisme, donc le fait de se sentir dépressif, d'avoir des troubles de la mémoire, de la concentration, de se sentir irritable. Va y avoir aussi ouais, la perte de mémoire, ça c'est vraiment typique pour le coup.
Les troubles du cycle, donc les règles abondantes, les douleurs de règles, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au niveau des symptômes physiques, il va y avoir la prise de poids. Donc, bon, c'est pas forcément chez toutes les femmes. Il faut savoir que, enfin, toutes les femmes, toutes les personnes, il n'y a pas que les femmes qui sont en hypothyroïdie. Mais du coup, voilà, c'est pas forcément le symptôme à regarder, c'est l'ensemble des choses. Et après, c'est tout ce qui est en rapport avec les cheveux. Si on perd beaucoup ses cheveux, ça d'ailleurs, ça peut être un signe d'excès d'androgène aussi. Le fait de perdre beaucoup ses cheveux en poignée, avec avoir des trous dans les cheveux, tout ça, Ouais. il faut aller regarder ça. Les cheveux cassants, le fait d'avoir la peau très sèche, notamment au niveau des tibias. Donc il y a des gens qui disent oh, je comprends pas, j'ai la peau craquelée sur Hmm. les tibias, juste sur les tibias. Ben, ça, c'est vraiment un signe d'hypothyroïdie pour le coup. Bon, voilà. Vous pouvez retrouver tous les signes sur mon compte si vous voulez aller regarder. En tout cas, plus on les multiplie, les signes d'hypothyroïdie, plus il faut se poser des questions parce que ça veut dire qu'il y a vraiment un ralentissement, un déséquilibre de la thyroïde. Dans ces cas-là, c'est bien d'aller voir son médecin, de demander des analyses approfondies. Le problème d'aujourd'hui, c'est que les médecins prescrivent uniquement la TSH, qui est une hormone de la thyroïde, qui est produite dans le cerveau, qui va aller stimuler la thyroïde. Donc, ils prescrivent que celle-ci, sauf qu'il y a d'autres hormones qui sont bien plus pertinentes, à mon sens, pour aller voir justement le fonctionnement de la thyroïde. Ça va être la T4 et la T3, qui elles-mêmes sont produites par la thyroïde, et la T3 va être active dans les cellules, c'est elle qui va aller activer le métabolisme et permettre que tout fonctionne bien dans le corps, quoi. Donc, en gros, le top, c'est de pouvoir faire les trois ensemble, TSH, T4, T3. Et ensuite, forcément, comme la thyroïde, elle fonctionne pas toute seule. Il faut aller voir aussi comment ça se passe au niveau du stress, des hormones du stress, au niveau des micronutriments, parce que la thyroïde, elle a besoin d'iode, notamment pour fonctionner. Elle a besoin de zinc, elle a besoin de sélénium, elle a besoin de progestérone aussi. On en revient toujours au même point. Mais du coup, il faut avoir un bon équilibre des hormones sexuelles. Donc, il faut aller vérifier aussi ça auprès de son médecin. Malheureusement, aujourd'hui, je vais être tout à fait honnête avec tout le monde, c'est que les médecins ne prescrivent que la TSH parce qu'ils sont obligés de prescrire uniquement la TSH par la Sécu. Donc, du coup, c'est mieux de pouvoir se faire prescrire ce bilan et d'aller au laboratoire, de demander de faire la T4 et la T3 en plus pour vérifier que le taux soit au moins dans les normes. Et après, on complexifie la chose encore plus en disant que les normes labo ne sont pas significatives pour la thyroïde. C'est-à-dire qu'il faut aller regarder les normes santé. Et là, je vous conseille de vous faire accompagner parce que c'est trop compliqué tout seul. Voilà, c'est la santé fonctionnelle, en tout cas le fonctionnement des hormones, je pense que tout seul, c'est pas possible de gérer quand on n'est pas formé, quoi. Ouais, c'est hyper complexe, ouais. Ouais, C'est... c'est ça. Alors, tu as Et posé la question des hormones urinaires. Donc, est-ce que ouais, c'est mieux de faire ouais. les analyses urinaires? Oui, c'est mieux. À mon sens, par contre, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, à voir en fonction des Ouais, budgets. Ça ne se ouais. fait pas. C'est-à-dire que ça se fait tout seul au laboratoire ou dans un labo de micronutrition, d'analyse fonctionnelle. Mais par contre, c'est beaucoup plus significatif de problèmes de ralentissement de la thyroïde pour le coup. Ouais, pour que les gens peut-être comprennent la différence, c'est que pour simplifier, quand tu fais une analyse de sang, si tu fais même la T3 et la T4, donc qui sont hyper importantes à faire en plus de la TSH, le problème c'est qu'en fait ça fait comme une photographie d'un niveau d'hormones à un instant T. Donc peut-être qu'au moment où on t'a pris le sang, tes niveaux d'hormones, ils étaient normaux au niveau de la T3, de la T4 et de la TSH. Sauf qu'en réalité, si tu regardes sur 24 heures, et ben c'est là que tu vas voir qu'il n'y a pas assez en fait sur 24 heures de T3 ou de T4 ou les deux. Et c'est pour ça que moi, par exemple, je suis l'exemple typique. J'avais des symptômes cliniques. J'ai fait une analyse de sang qui montrait que j'étais dans les normes, et je pense même dans les normes santé. Et quand j'ai fait l'analyse urinaire, c'est là que j'ai vu qu'en fait j'étais en déficit de T3. Ouais. Ouais, non, mais c'est pas étonnant. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Alors moi aujourd'hui, en toute sincérité,
Je propose rarement les analyses urinaires, de un parce que ça coûte cher, et de deux, parce que c'est compliqué à faire, les analyses sur 24 heures pour la majorité des personnes. Moi, la première, j'ai du mal à rester 24 heures chez moi pour faire pipi dans un pot, en toute honnêteté. Par contre, il y a une chose que j'ai vraiment remarqué au fil de mon expérience aussi de naturopathe spécialisée dans la thyroïde, c'est que quand il y a des symptômes, c'est qu'il y a un ralentissement de la thyroïde. Donc en soi, les analyses, en vrai, c'est pas ce qui importe le plus, c'est vraiment votre ressenti. C'est le fait de se dire, ok, moi je coche 100 de symptômes de l'hypothyroïdie, là il faut se poser des questions, surtout s'il y a de l'acné à côté, quoi. Ouais, totalement. C'est pour ça que, en fait, si t'as les symptômes, ben moi j'ai voulu creuser pour avoir, on va dire officiellement, tu vois, pouvoir poser le mot dessus. Mais c'est vrai que c'est parce que j'avais les symptômes que je me suis dit, non mais attends, ok, l'analyse sanguine a dit que tout est ok, mais moi je vois bien que c'est pas ok, tu vois. J'ai froid, j'ai les mains et les pieds froids tout le temps. Enfin, voilà, t'as de l'acné, t'as des troubles hormonaux, des déséquilibres, etc. Enfin bref, t'as tous les symptômes qui font que bon, il y a peut-être une thyroïde qui est pas en forme. Donc moi j'ai voulu creuser, mais effectivement le plus important c'est tes symptômes. Ouais. Faut pas s'arrêter que aux analyses. Il faut savoir Et que tu peux avoir des analyses dans les hormones, en fait, il faut toujours se dire que c'est pas un problème de production la majorité du temps. C'est-à-dire que c'est pas un problème de taux d'hormones, hmm, c'est vraiment un problème de fonctionnement de ces hormones dans les cellules. Donc, qu'est-ce qui va bloquer son fonctionnement? C'est ça toute la question de la santé fonctionnelle. Donc, c'est d'aller voir s'il y a de l'inflammation, s'il y a de la résistance à l'insuline, s'il y a des déséquilibres hormonaux au niveau des autres hormones. Comme on l'a dit tout à l'heure, on voit que c'est hyper complexe, l'acné hormonal finalement. L'hypothyroïdie, c'est ultra complexe et c'est pour ça que, ben, en fait, il faut aller tout checker en fonction des problématiques de la personne, quoi. ouais. Et est-ce que tu connais certaines causes qui font que tu peux avoir justement un niveau de T4 qui est normal, mais t'as pas assez de T3? Parce que comme tu l'as dit, c'est pas forcément qu'une question de production. Dans ce cas-là, si j'ai bien compris, parce que je suis pas une experte comme toi de la thyroïde, on produit la T4 et ensuite la T4 va être convertie en T3 qui est l'hormone active en fait de la thyroïde. Ah, Donc si tu as une... c'est Pardon? ça Ok. exactement. Ok, cool. Et donc, si t'as pas assez de T3, ça veut dire que, et que t'as assez de T4, ça veut pas dire que t'as pas assez de produits, mais en réalité qu'il y a un problème de conversion. Du coup, est-ce que tu connais certaines causes qui font que t'as du mal à convertir de la T4 à la T3? Ouais. Alors, la première cause qui est bah, qui revient souvent chez les personnes, c'est un polymorphisme génétique. Donc, qu'est-ce qu'un polymorphisme génétique? C'est ça? Sur les sujets là. Mais en gros, c'est qu'on va avoir un gène qui code pour une enzyme, en fait, qui permet de convertir la T4 en T3, qui va être différent d'une personne saine où il ne va pas y avoir de soucis. Et ce gène va faire que cette enzyme, elle va moins bien fonctionner. Et donc, la conversion va moins bien se faire. Donc déjà, il faut aller vérifier ça en première intention. Pour ça qu'il y a beaucoup de personnes sous l'évothyrox qui prennent de la T4 de synthèse, qui en fait ont énormément de symptômes d'hypothyroïdie, tout simplement parce que ben, cette T4 qu'ils prennent, elle ne se convertit pas bien en T3 à cause de ce polymorphisme. Donc ça, c'est la première chose. Et comment, pardon, et comment tu fais pour savoir si t'as ce truc-là? Alors, tu fais une prise de sang dans un laboratoire spécialisé en micronutrition. C'est interdit en France. Donc, Ok. toutes les analyses génétiques sont interdites en France. Donc là, il faut partir en Belgique ou en Suisse pour pouvoir faire cette analyse. Genre laboratoire Ouais, LIMS, peut-être? Ils font exactement. ça? Ouais. Lab, je pense que Synlab propose aussi, mais LIMS, c'est sûr, ouais. Ok. Ok, bah écoute, moi, du coup, ce serait peut-être intéressant que j'aille faire cette analyse pour voir. Effectivement. Alors, si c'est pas le cas, s'il n'y a pas ce problème de conversion, enfin de polymorphisme, il peut y avoir d'autres choses qui bloquent la conversion. Déjà, ça va être des déficits micronutritionnels, donc notamment le zinc qui va être essentiel, le sélénium. Il va y avoir bah, certaines vitamines du groupe B, la vitamine C. Bon, bref, il va y avoir des choses comme ça à regarder. Et ensuite, c'est tout ce qui est en rapport avec les hormones, le cycle hormonal féminin. Parce qu'en fait, le déséquilibre œstroprogestatif de la femme va vraiment impacter cette conversion de T4 en T3. Va y avoir aussi le stress, un excès de cortisol notamment, ou un déficit en cortisol, enfin en tout cas des dérégulations du système nerveux, du cortisol, etc. Ça peut impacter.
Peut y avoir donc le manque de progestérone dû à un syndrome prémenstruel, par exemple, de l'inflammation aussi. Donc, à cause d'une dysbiose, un problème au microbiote, voilà, on revient sur la digestion encore, hein, mais ça peut aussi impacter la conversion de T4 en T3, par exemple. Enfin, voilà. Ok. En gros, il y a plein de choses. Ouais, mais c'est bien de savoir parce que comme ça, tu peux faire ta petite liste et puis tu check. Alors attends, ça, est-ce que c'est bon? Ok, on n'a pas de carence nutritionnelle, donc c'est pas ça. On n'a pas de polymorphisme génétique, c'est pas ça. Ok, qu'est-ce que ça peut être? Et puis ça te permet de retrouver ben, ce qui bloque cette conversion afin d'avoir une conversion qui se passe bien, quoi. Ouais, complètement. Après, c'est souvent des multiples facteurs hein, qui sont en lien. Donc, des fois, on peut avoir le polymorphisme, mais aussi un déséquilibre œstroprogestatif. Donc, en fait, voilà, il faut se poser plein de questions et c'est ça l'investigation aussi à faire, quoi. Totalement. Et du coup, si on voit qu'on a un polymorphisme génétique, est-ce qu'il y a des choses à faire ou est-ce qu'on est condamné vu que en fait c'est génétique et voilà. Un polymorphisme génétique et qu'on est sous traitement substitutif avec de la T4 de synthèse, le mieux c'est d'aller voir son médecin. Moi, ce que je conseille à ces personnes, c'est d'aller voir un médecin fonctionnel parce qu'en fait, ils sont formés à ce type de choses. Et comme ça peut permettre de se faire prescrire, pardon, de la T3, enfin un mélange de T3 et de T4 en Ah fait. ouais, ok. Voilà. Dans ces cas-là, en fait, t'as pas le choix que de te faire prescrire de la T3 directement. Dans ce cas-là, c'est mieux de passer, de déjà voir pour un changement de traitement avec un médecin. Donc, c'est la première chose à faire, parce que ça sert à rien de prendre du lévothyrox si on a ce problème de conversion, hein, enfin de polymorphisme Ouais. dans tous les cas. Et sinon, ben, ça va être de se faire accompagner sur toutes les autres choses qui peuvent aider en fait à la conversion. Parce qu'en fait, c'est pas une fin en soi d'être, d'avoir ce polymorphisme. La thyroïde peut très bien fonctionner chez certaines personnes si tout le reste est OK aussi. Ok, ok. Donc même si t'as un polymorphisme, ça veut pas dire que forcément ça va mal se passer. Dans la majorité des cas, il y a un ralentissement de la thyroïde derrière. Mais ça peut aussi, il y a des chanceux qui peuvent ne pas avoir trop de perturbations à cause de ce polymorphisme, par exemple. Ok. Ok. Et du coup, à quel moment tu conseillerais à quelqu'un qui a de l'acné de se dire bon bah là maintenant, il faut vraiment se tourner vers la thyroïde, tu vois, vraiment là, je pense que c'est la priorité, tu vois, pour pouvoir guérir de l'acné. Alors, déjà, s'il y a des symptômes d'hypothyroïdie, donc si on coche des cases de l'hypothyroïdie, là, il faut se poser des questions. Si la personne, elle est stressée, anxieuse, parce qu'en fait, on n'en a pas parlé là, mais pour moi, la cause première de ralentissement de la thyroïde, au-delà de l'équilibre des hormones féminines, ça va être le stress, hein. Pour moi, le stress, ça dérègle en fait les hormones du stress et ça va fortement impacter la thyroïde. Elle va en être ralentie à cause de ça. Donc, travailler sur le stress, donc ça va être des choses à regarder. Si l'acné dure depuis des années, que les personnes, elles ont essayé plein de choses, qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir, c'est qu'il y a probablement quelque chose d'hormonal derrière. En tout cas, il y a une problématique de terrain qu'il faut aller travailler plus en profondeur avec des investigations sur des analyses, des choses comme ça. Ça, c'est sûr, ouais. Ok, ok, génial. Et pour le travail du stress, ou comment on peut déterminer qu'on a un problème de stress? Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont stressées mais qui s'en rendent plus compte parce que c'est ta vie depuis toujours et qu'on est dans ce rythme un peu infernal et parce qu'on n'a pas vraiment le choix en plus. Enfin, il y a évidemment des choses qu'on peut mettre en place une fois qu'on en prend conscience. Et pour moi, maintenant, la priorité, c'est vraiment ma santé physique, mais surtout ma santé mentale, parce que si j'ai pas de santé mentale, c'est pas possible. Et donc, moi, maintenant, il y a des choix de vie que je fais qui font que, bon, ben, je vais peut-être pas être forcément la plus je sais pas, performante ou productive, tu vois, la plus high achiever, tu vois, comme je pouvais l'être avant, parce que je sais que ça, c'est délétère pour ma santé mentale, mais du coup aussi ma santé physique, pour mon cycle menstruel, parce qu'on n'est pas du tout fait pour être H24 stressé, à vouloir performer partout, être la super maman, la super compagne, la super au travail, qui tient sa maison, qui, tu vois, enfin
Enfin, pour moi, c'est du délire, tu vois. Mm, mm. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et donc, enfin, euh, comment on pourrait déterminer qu'on a un problème de stress, justement? Que vraiment, en fait, ça, c'est un truc prioritaire, justement, donc que ça peut affecter notre thyroïde, mais même, enfin, ça affecte tout le reste. Donc, comment on peut déterminer qu'on a vraiment un problème de stress? Alors, la première chose, c'est est-ce que la personne a un antécédent de burn-out. Donc, s'il y a eu un burn-out dans la vie de la personne, c'est qu'il y a des problématiques de stress à cause de ses fonctionnements ou autres, des chocs émotionnels, etc. Ça n'empêche que le stress va générer des symptômes aussi. Donc, il y aura des symptômes vraiment bien spécifiques avec des symptômes d'excès ou de déficit en cortisol notamment. Donc, si on se sent nerveux, très nerveux parfois, presque avec une sensation d'agitation, il faut se poser des questions. S'il y a des déficits de manque de magnésium, notamment les paupières qui tressautent, les muscles qui tressautent, des choses comme ça aussi, ça peut être un signe. Ah, Euh, les jambes, les impatiences dans les jambes, c'est les ça aussi? impatiences dans les jambes, ça peut être un signe aussi. Tout ce qui va être symptômes psychiques, l'anxiété à fond, l'irritabilité, le fait d'être, comment dire, sensible, d'avoir. Alors moi, je suis comme ça, c'est pour ça que je le dis, mais par exemple, d'être énervé quand on a faim. Ça, c'est vraiment un Ah, signe qu'il y a du stress et qu'il y a un problème de glycémie derrière, enfin de métabolisme des glucides derrière. Va y avoir plein de symptômes physiques aussi, la prise de poids qui arrive comme ça de manière soudaine. Donc ça peut être lié à la thyroïde, mais ça peut être lié au stress aussi. L'épuisement, le fait d'être complètement épuisé alors qu'on fait une bonne nuit de sommeil. Le fait aussi d'avoir des troubles du sommeil, justement. Donc ça, c'est des signes, les insomnies, tout ça, c'est des signes de problématiques de stress. Va y avoir des signes physiques aussi, notamment la perte de cheveux, ça va être de l'apparition de taches brunes sur le visage, par exemple, des cernes très noires en dessous des yeux, ça peut être des signes mhm. de manque de cortisol. Enfin voilà, il y a plein de choses qui entrent en jeu, quoi. Ok. Et je sais aussi que quand on a des problèmes de cortisol, on peut être entre guillemets, enfin, tu as déréglé, que notre rythme Ouais, chronobiologique, il est plus en phase. C'est-à-dire ouais, que normalement, si tout se passe bien et que justement, qu'on n'a pas de problème de cortisol, si j'ai bien compris, quand tu te réveilles le matin, tu te réveilles d'une part, tu te lèves facilement, t'es pas fatigué au réveil. Quand tu as eu une bonne nuit, j'entends, de sommeil avant. Et ensuite, tu as faim et mm, tu as beaucoup d'énergie. Et le soir, tu vas avoir moins d'énergie, tu vas passer 18 heures, tu vois, le corps commence un peu à shut down, tu vois, tranquillement. Et à 21 heures, entre guillemets, t'es un peu KO. Tu vois, c'est genre vraiment ton corps, il est là, extinction des feux, ciao, merci, au revoir. Et quand tu as un problème de cortisol, c'est un peu l'inverse. Genre le ouais, matin, en fait, t'es c'est hyper fatigué. c'est ça. Et le soir, par contre, tu pètes le feu. Mm. Ouais, ça c'est un signe effectivement qu'il y a une problématique de stress. Quand les personnes elles sont à fond le soir et que bon après, alors juste je reviens sur les rythmes. S'il y a des personnes qui sont du soir aussi, Ça, c'est il un faut vrai truc. On peut être vraiment du soir ouais, ou du matin, c'est pas juste ah, je suis du soir, c'est ça. en fait, c'est j'ai un problème de cortisol. Donc ça dépend de ton rythme de biologique de base. Est-ce que quand tu étais enfant ou ado, bon ado c'est peut-être pas le bon moment, mais enfant, est-ce que tu avais tendance à te lever très tôt ou est-ce que tu étais plutôt du soir, enfin voilà, ou quand tu allais bien, quand il n'y avait absolument aucune problématique de stress, est-ce que tu avais plutôt tendance, je sais pas, à réviser le soir plutôt que le matin. Donc ça, c'est à se poser des questions comme ça. Et ensuite, effectivement, si on est plutôt du matin de base et qu'en fait on se retrouve à être complètement agité, presque nerveux le soir ou en pleine forme à pouvoir faire plein de trucs le soir et complètement épuisé le matin, c'est qu'il y a un souci effectivement, ouais. Ok, et ça, c'est pas juste ah ben moi je suis du soir ou du matin, quoi. Non, C'est non, c'est bon, il faut revoir par rapport à ses rythmes, ses propres rythmes de base, mais effectivement, si souvent il y a une inversion de cycle, on appelle ça, au niveau du cortisol. Et quand le problème, c'est quand on produit trop de cortisol le soir, derrière, on a des troubles du sommeil,
Et puis le matin, forcément, on a trop utilisé de cortisol dans la journée d'avant. Donc, c'est une question aussi de ressources. Problématique de stress, c'est vraiment ça. C'est une question de faculté d'adaptation. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire que le corps, il n'arrive plus à s'adapter en fait aux événements stressants. On est tout le temps, quand on est stressé, en hypervigilance. C'est le moindre petit événement va créer chez la personne une montagne, quoi. Va être une montagne pour la personne. Et donc ça, c'est des signes qu'il y a un souci, pour le coup. Et souvent lié avec des symptômes d'hypothyroïdie, hein, de toute façon. Ouais, parce qu'au final, quand tu regardes les symptômes d'un problème de stress, c'est à peu près les mêmes qu'un problème de thyroïde. Enfin, il y en a beaucoup qui sont communs, donc c'est vrai que bah, déjà pour identifier, ça peut être plus difficile parce que bah, au final, tu dis est-ce que c'est plutôt le stress, est-ce que c'est plutôt la thyroïde, est-ce que c'est les deux? Et puis au final, comme tu l'as dit, le stress, ça va avoir un impact sur la thyroïde. Donc Ouais, si tu as les symptômes de stress, ça va finir par avoir des symptômes sur la thyroïde aussi. Donc, c'est ça, exactement. ah, donc, est-ce que on est condamné quand on a un problème de cortisol ou est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire si Bien on a des problèmes de cortisol? Non, bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire. Déjà, il faut travailler sur son hygiène de vie en premier lieu, hein. Je pense que c'est la base, l'alimentation. Ça va être d'essayer de justement reprendre un rythme normal au niveau biologique, se coucher à des heures pas trop tardives, se lever à la même heure le matin. Donc, il faut vraiment arriver à retrouver des rituels. C'est ça qui importe. Mhm. Donc, les personnes qui font des 3-8 ou qui travaillent de nuit, souvent, c'est très compliqué, hein, parce que pour le coup, là, ça dérègle et ça inverse complètement les cycles. Après, c'est tout ce qui est en rapport avec la gestion du stress. Donc, trouver des techniques, en fait, pour apaiser son stress. Ça peut être la cohérence cardiaque, ça peut être des techniques de méditation, ça peut être l'activité sportive chez certaines personnes. Ça peut être des techniques de respiration active, on appelle ça, où il n'y a pas besoin de cogiter. Parce que souvent, les personnes qui sont stressées, c'est compliqué de se poser pour méditer, hein. Donc, voilà, il faut réussir à trouver des techniques qui nous correspondent en fait. Il faut aussi s'alimenter correctement. Alors ça, c'est quelque chose qu'on sous-cote un petit peu, mais arrêter de faire des évictions de ci, de ça, d'arrêter le sucre parce que c'est mauvais pour la santé, etc. Souvent, moi, ce que je remarque chez mes clientes, c'est que elles sont épuisées parce qu'elles ne mangent pas assez de glucides. Donc, il y a Mhm. une problématique déjà au niveau nutritionnel, au niveau de l'alimentation. Donc, c'est vraiment revoir son assiette. Déjà, si on apporte suffisamment de glucides, si on sale ses plats, parce que le sel va activer le cortisol, hein, va aider les surrénales. Donc, il faut arrêter de faire des évictions de choses en pensant que c'est bon pour sa santé, sans se faire accompagner. Voilà, ça Ouais. c'est une chose vraiment à faire attention. Alors, je mets juste un petit laïus, parce que quand il y a de l'acné, souvent il y a de la résistance à l'insuline. Donc, il faudra quand même faire attention aux aliments, aux glucides que vous mangez. C'est-à-dire que le sucre blanc, bien entendu, que c'est à proscrire, enfin, c'est à éviter au maximum. Ouais. Donc, on remplace les choses. On remplace le sucre blanc par du sucre complet ou du sucre de coco, je sais pas. Son assiette, au lieu de manger de la pomme de terre en purée qui va avoir un index glycémique très haut, on va plutôt manger de la pomme de terre refroidie, par exemple. Voilà, donc en fait, c'est des choses comme ça pour justement baisser l'index glycémique des aliments. On rajoute des protéines, des lipides dans ces repas riches en glucides, ce genre de choses. Donc, Il y a aussi l'ordre dans lequel on mange. Il vaut mieux commencer par tout ce qui va être fibres, après manger les protéines et finir par les glucides. Il y a ça aussi, il y a des choses comme ça ouais, qu'on peut alors mettre en moi, place, non? que les personnes qui sont stressées, elles sont déjà suffisamment stressées. Et que si je commence à leur dire qu'il faut manger d'abord les fibres, ensuite la protéine, ensuite le truc, en fait, ça rajoute un stress énorme aux personnes. Je pense que l'alimentation, ça doit être quelque chose de spontané, qui nous fasse plaisir. C'est d'abord un plaisir, l'alimentation. Donc, c'est pour ça que arrêter de manger ci, arrêter de manger ça, se faire s'embêter à manger d'abord le fruit avant des protéines, je sais pas, hein, je dis des Ouais, bêtises, ouais. mais mangez comme vous pouvez, déjà, c'est déjà bien quand vous êtes stressé. Et mangez bien.
Voilà, c'est vraiment Bah le conseil. déjà manger, parce Voilà. que parfois tu as des personnes qui tellement stressées, tellement prises dans la journée que ah mince, j'ai oublié de manger en fait. Ouais, Et c'est ça. ça c'est très 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 mauvais par contre. Sauter des repas, enfin en tout cas moi de ce que j'en sais, c'est très mauvais de sauter Ouais, des repas. exactement. Non, sauter des repas, c'est pas une bonne idée. Ça génère du stress supplémentaire au corps. Donc c'est pas voilà, le corps est suffisamment déjà des difficultés à s'adapter aux événements stressants. Plus on rajoute du stress au corps, plus il va manquer de ressources pour s'adapter justement. Donc c'est éviter tout ce qui est stressant pour ton corps. Donc le jeûne, ça on proscrit quand on est épuisé et stressé. Le sport intensif sans s'alimenter correctement, ça c'est proscrit aussi quand on est épuisé et stressé. Bien entendu, il faut faire de l'activité physique, mais il faut que ça soit quelque chose qui soit adapté à la personne. Donc voilà, pas se défoncer en faisant du sport quand on a déjà quand on a fait un burn-out juste avant. Donc ça, c'est des choses effectivement qui seront importantes. Alors juste, je voulais faire aussi un petit point sur la pilule contraceptive parce que je pense que on n'en a pas trop parlé là jusqu'à maintenant. Euh, Ouais, moi, jusqu'à maintenant, j'ai vraiment parlé de l'équilibre hormonal pour la femme qui n'a pas de pilule ou qui ne prend pas d'hormones ouais, de synthèse, que ce ouais, soit ouais. l'effet hormonal ou l'implant. Voilà. Je le dis parce que, en fait, ça ne sert à rien d'aller regarder l'équilibre hormonal quand on est sous pilule, parce que la pilule ou l'implant ou le stérilet vont aller impacter les hormones forcément, vu qu'on apporte des hormones de synthèse dans le corps. Et ça, il faut savoir que il y a des pilules qui sont prescrites pour l'acné aujourd'hui. Donc c'est bien, hein, ça, souvent ça marche sur le moment, mais sauf que en fait c'est juste mettre la poussière sous le tapis. C'est-à-dire que quand on arrête la pilule, l'acné revient parce qu'on règle pas du tout le problème. Donc voilà. Totalement. Totalement. Ça, c'est aussi un des grands, je trouve, scandales de notre époque, c'est de mettre toutes les filles, les jeunes filles de 16 ans qui ont des boutons à l'adolescence et de leur dire, bah, prends la pilule, c'est Mm. formidable. Ouais. Moi, vraiment, moi, je suis vraiment en colère. J'ai pas encore passé, tu vois, dans les étapes du deuil. Je suis dans la phase de colère, tu vois, de, de, de toutes ces jeunes filles, puisque j'en ai fait partie, hein. Moi, la première, on m'a prescrit la pilule quand j'avais 15-16 ans. Mm. Donc, tu vois, j'avais mon cycle menstruel depuis peut-être 2 ans. Et en fait, aujourd'hui, on sait qu'il faut des années et des années au corps pour vraiment avoir un fonctionnement mature entre le cerveau et les ovaires pour faire la communication. Et plus tu prends la pilule tôt et longtemps, et plus quand tu vas l'arrêter, ça va être difficile pour ton corps de remettre en fonctionnement la machine parce que, en fait, tu lui as pas donné beaucoup de temps pour qu'il sache justement, ah, il faut produire tant de cette hormone et comme ça, et à tel moment, et ça va avoir cette influence et les phénomènes de rétroaction, etc. Et donc, quand tu l'as pas pris, enfin, quand tu l'as prise très jeune, ben, ton corps, il n'a pas eu le temps de savoir comment ça fonctionne. Donc, quand tu l'arrêtes, ben, ton corps, il est là, waouh, 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 qu'est-ce que c'est? Alors, attends, maintenant, il faut produire des hormones, l'ostrogène, c'est quoi l'ostrogène? Et le problème, c'est que ben, ça te crée des déséquilibres hormonaux parce que ton corps, il produit pas encore les hormones qu'il faut. Et malheureusement, il faut aussi le savoir, parfois, ça ne revient ben, jamais. En fait, C'est ça. tu as des personnes qui vont avoir pour le reste de leur vie, des femmes du coup, qui vont avoir des troubles hormonaux parce que il y a une sorte d'atrophie des ovaires liée à cette prise de pilule sur des années et des années. Donc, Ouais, et je complètement. trouve on banalise vraiment, je trouve, la prise de la pilule et notamment la prise de la pilule chez les jeunes filles qui ont de l'acné, comme si c'était la pilule magique, la solution miracle, alors qu'en réalité, c'est ce qui va faire que tu auras encore plus d'acné quand tu auras la trentaine, quand tu voudras avoir un enfant, que tu arrêtes la pilule ou que tu l'arrêtes pour Exact. X raison. Et Bon, voilà. on pourra faire un live sur ça parce que moi, le sujet de la pilule, Ah, mais avec grand plaisir. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse un live sur la pilule. Mais moi, enfin, je trouve ça passionnant et j'ai beaucoup de choses à dire aussi sur le sujet. Donc, moi, avec grand plaisir. je pense que c'est important de pouvoir en parler aussi parce que je pense qu'on fait partie de ces femmes qui ont été un peu abusées, entre guillemets, à cause de la pilule. Moi, je l'ai prise pendant plus de 12 ans. Ça m'a complètement flinguée, hein. Je pense que c'est une des causes premières de mes troubles hormonaux aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est pas anodin la pilule. Alors, bien entendu, ça sauve des vies, hein. Je pense pour certaines personnes, certaines femmes, c'est vraiment essentiel. Mais
en fait, il faut que les informations soient données pour que la femme, elle puisse prendre sa décision en conscience, en fait. C'est ça qui est important. Totalement. Et j'entends que pour certaines personnes, pour certaines femmes, la pilule, ça va être la seule solution. Mm. Par exemple, dans les cas d'endométriose, c'est pour l'instant malheureusement la seule chose qu'on a en médicament contre l'endométriose, enfin qui n'est pas un médicament à proprement parler contre ça, mais qui va permettre de réduire au moins les symptômes de l'endométriose. Mais encore une fois, l'endométriose, là aussi, maintenant que la science commence à s'y intéresser un petit peu, on commence à découvrir le lien avec le microbiote intestinal, avec l'inflammation, avec des dysbioses, que tout ça c'est lié en réalité. Donc il y a aussi des choses à faire. Heureusement, c'est ça la bonne nouvelle, je pense, c'est que il y a des choses à faire pour limiter les symptômes de l'endométriose au naturel, quoi, sans forcément avoir à prendre la pilule. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne passent pas par la pilule et qui ont réussi à réduire drastiquement leurs symptômes, juste en ayant un changement d'hygiène de vie, en adressant justement des causes, comme tu parlais, de stress, de dysbiose intestinale, de tout ce qui va être inflammatoire, etc. Donc voilà, mais avec grand plaisir pour qu'on se fasse un live total sur la C'est pilule. à mon avis qui va probablement plaire à beaucoup de personnes. Je mets juste mon téléphone à charger parce que sinon ça va couper. Ça marche. Hop, normalement, Et moi, j'ai une dernière question, qui est une petite question avant qu'on regarde les questions qu'on a reçues. C'est, je sais qu'on nous parle souvent de s'exposer à la lumière du jour le ouais. matin, que c'est important pour, notamment, tu parlais d'avoir des rituels et que c'est ça que nos hormones, nos organes en tout cas aiment bien les rituels. Et s'exposer à la lumière du jour, a priori, c'est important pour à peu près tous les organes et notamment le fonctionnement hormonal. Est-ce que, c'est une question peut-être un peu bête, mais est-ce que juste s'exposer à la lumière du jour depuis chez toi, avec la fenêtre fermée, est-ce que ça marche? Ou il faut vraiment aller dehors et t'exposer sans avoir de fenêtre, de vitre entre toi et cette lumière du jour? Alors, le mieux, c'est quand même d'être dehors parce qu'en fait, c'est une question de quantité de lumière. Donc, c'est ça, en fait, qui va agir. Les yeux, ils vont activer un récepteur et c'est ça qui va aller réguler le système nerveux. Donc, pour le coup, c'est mieux d'être complètement dehors. C'est pour ça que on est beaucoup plus heureux et moins déprimé en été aussi, hein, parce qu'on est beaucoup plus dehors plus longtemps, donc on prend plus la lumière. Et il y a aussi le fait que il fait beaucoup moins gris l'été et que la lumière est plus importante. Donc si tu es à l'intérieur, en fait, ça suffira probablement pas pour aller activer des fonctions. Ok, et comment on fait en hiver quand on se réveille et qu'il fait encore nuit Tu sors ou en qu'il fait claquettes souvent chaussettes gris? dehors. Non, je rigole. Tu as la possibilité d'investir dans des lampes de luminothérapie. Donc ça, c'est la solution pour les personnes qui peuvent pas sortir de chez eux parce qu'ils n'ont pas de jardin ou parce qu'il fait trop froid, ce genre de choses. Donc les lampes de luminothérapie, on en trouve partout maintenant. On en trouve à la FNAC, on en trouve à Boulanger, bon bref. C'est juste qu'il faut qu'elle fasse 10 000 lux, la lampe. Donc les Ok, lux, c'est la quantité de luminosité. Et ensuite, en fonction de la taille de la lampe, il faudra la mettre plus ou moins proche de toi. ok, Donc si elle est toute petite, il faut qu'elle soit à 15 cm de ta tête. Donc ça, je le dis parce que ok. des fois, elles sont moins chères, mais franchement, c'est vachement pas pratique à utiliser. Donc des fois, il vaut mieux investir dans quelque chose d'un peu plus cher, Ok, mais au moins, on peut l'utiliser pendant le petit déjeuner en face de soi sans être à 15 cm, quoi. ok, ok, super intéressant parce que c'est un truc que j'avais envie de m'acheter depuis assez longtemps, mais bon, justement par rapport au prix et tout, je me disais bon, oui, non. Et en fait, justement avec moi mes symptômes d'hypothyroïdie et tout, je pense que faut vraiment que je me mette toutes les chances de mon côté et l'exposition à la lumière, je sais que c'est très important pour justement relancer tes cycles normaux parce que ton corps il sait que t'as la lumière le matin, ok, c'est le jour, donc il faut produire telles hormones, il faut être actif et le soir quand la luminosité diminue, c'est là que le corps se dit ça diminue, donc ça va être le temps d'aller se coucher. Mm, Et ça te permet un peu, je pense, de mieux resynchroniser en fait ton rythme sur les rythmes biologiques normaux, quoi. ouais, complètement. Ok, génial. Eh ben écoute, je vais regarder les questions qu'on a reçues depuis le début. On en a eu Je crois qu'il y en a pas mal, quelques-unes. hein.
Alors, touk touk touk. Hop. Alors, on avait une question. Nous parlons d'excès d'hormones androgènes. Est-ce qu'un excès d'œstrogène est inflammatoire? Hmm, c'est une bonne question. Alors, en fait, l'excès d'œstrogène, ça va être l'excès d'imprégnation en oestrogène. Donc, c'est comment les oestrogènes vont fonctionner dans les cellules, déjà. Souvent, chez les personnes, on a l'impression qu'il y a un excès d'imprégnation, enfin, il y a un excès d'imprégnation en oestrogène, mais il y a un manque d'œstrogène à côté. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué. C'est entre la balance, le déséquilibre hormonal entre les oestrogènes et la progestérone. C'est ça qui va faire qu'on va avoir un excès d'imprégnation en oestrogène. Et du coup, ça peut être inflammatoire dans le sens où, des fois, même si on est en excès, on a un déficit d'œstrogène et donc, du coup, la testo va prendre le dessus. Et donc, ça va générer ces problématiques d'acné. Donc, en fait, c'est vraiment voir les hormones dans leur ensemble. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question parce que je me suis perdue, je crois. Non, mais je pense, hein, Oui, du c'est coup, ça. oui, c'est possible que ce soit inflammatoire. Ouais, oui, oui, non, mais bien sûr que ça peut générer de l'inflammation. Ouais, Et du coup, si je comprends bien, il est possible d'avoir à la fois un déficit en oestrogène et un excès d'imprégnation en oestrogène. exactement. Et c'est ça où c'est complexe parce que si tu regardes, tu te dis, ah, j'ai pas assez d'oestrogène, faut que je remonte mes oestrogènes. Mais en réalité, même si t'en as pas beaucoup, en fait, ton corps, il est hyper activé par ce peu d'hormones. C'est Dans la ça? réalité de mes consultantes aujourd'hui, de mes clientes, la majorité, elles ont un déficit en oestrogène de base. Alors qu'il y a des symptômes de syndrome prémenstruel, qu'il y a des symptômes d'excès d'imprégnation en oestrogène. Souvent, on dit ah, j'ai une endométriose, j'ai trop d'oestrogène. Ben, en fait, moi, dans mes clientes qui ont l'endométriose, elles ont tout un déficit en oestrogène. Et en fait, c'est ce déficit qui va être responsable d'une mauvaise ovulation. Et donc, comme il n'y a pas une bonne ovulation, qu'elle est de mauvaise qualité, derrière, il va y avoir des déséquilibres œstroprogestatifs. Et on peut très bien avoir un déséquilibre œstroprogestatif avec des oestrogènes bas et de la progestérone basse. Donc, c'est vraiment aller regarder en fait cette question d'équilibre. Et le problème, c'est que quand on a les oestrogènes bas, la testostérone, qui elle est présente peut-être de manière normale dans notre corps, va prendre le dessus parce que les oestrogènes contrebalancent les effets de la testo. Donc, ça peut expliquer des symptômes d'acné, par exemple. Ok, ok, super. Et après, on a une question. Quelles peuvent être les conséquences d'une aménorrhée qui a duré plusieurs années liée à une anorexie passée, même si le cycle est redevenu régulier? Euh, Quelles peuvent être les conséquences d'une aménorrhée qui a Ouais. duré... Ok. Alors, il faut savoir que quand il y a eu une anorexie, souvent, il y a eu des déficits en nutritionnel, micronutritionnel. Donc, ça, je pense que c'est à aller checker en première intention dans ce cas de figure pour voir s'il n'y a pas des problématiques déjà au niveau micronutritionnel. Parce que ça peut aller impacter derrière l'équilibre des hormones. Donc, même s'il y a un cycle qui est revenu, est-ce que ce cycle est vraiment équilibré? Donc, ça, c'est la question qu'il faut se poser. Donc, c'est l'observation du cycle qui sera l'indicateur premier pour voir s'il y a des déséquilibres sur ce cycle. Et c'est se faire accompagner pour aller vérifier que sur le plan micronutritionnel, nutritionnel, tout aille bien aussi, qu'il n'y ait pas de stress, qu'il n'y ait pas de problème de terrain, en fait. Donc, les hormones, l'équilibre hormonal, etc., etc. Donc, les conséquences, elles sont multiples. C'est difficile à dire comme ça dépendra de toutes les personnes. J'ai pas de réponse à donner vraiment toute faite en fait. Mais du coup, c'est à voir en fait si le cycle est revenu rééquilibré ou pas et de voir s'il y a de l'inflammation, s'il y a potentiellement de l'acné, s'il y a des symptômes d'hypothyroïdie, des symptômes de stress, etc. etc. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est compliqué comme question à répondre sur un live sans Non, connaître la personne. et puis, je pense que comme tu l'as dit, ça va dépendre de chacun. Chacune, c'est comme quand C'est tu ça. arrêtes la pilule, on va pas tout avoir les mêmes réactions. Il y en a qui vont avoir de l'acné, c'est très commun, mais tu peux avoir différents symptômes. En fait, c'est lié à cet arrêt de pilule. Là, c'est pareil. Quand as une anorexie, c'est toi qui vas en fait découvrir quels sont les symptômes possibles Ouais. au long terme d'avoir eu une anorexie. C'est toi qui vas voir que, ah bah en fait, j'ai, je sais pas, peut-être
une alopécie, quelque chose qui est là, même si ça fait 20 ans que tu as eu un problème d'anorexie, et tu vas te rendre compte que ben, c'est en lien avec. Et après aussi tout l'aspect émotionnel. Je pense qu'il faut vraiment pas le sous-estimer. Moi, je suis comme toi. Pour moi, le truc sous-estimé à fond, c'est le stress. Et quand j'entends stress, c'est pas forcément que j'ai eu une dispute avec mon boss et du coup, je suis Mm. stressée. C'est le stress, les chocs émotionnels qu'on a, les traumatismes qu'on a, conscients et inconscients. Et on se rend pas compte parce que c'est notre quotidien, mais il y a beaucoup de choses qui nous activent, des émotions, et ça, en fait, c'est des traumatismes. Et s'il y a eu une anorexie derrière, c'est qu'il y a forcément des problèmes sur l'estime de soi, sur la valorisation de soi, sur le droit à exister, sur beaucoup de ces problématiques-là. Et je pense que ça, c'est très important d'aller les adresser, même si l'anorexie physique n'est plus là. Il y a eu des causes qui ont créé cette anorexie, et je pense que c'est hyper important d'aller faire un travail actif de guérison, de qu'est-ce qui a provoqué cette anorexie, qu'est-ce qui a fait qu'on s'est dit un jour, c'est mieux pour moi si je me prive de nourriture, quitte à peut-être en mourir. Et voilà, et je pense que ça peut aussi aider pour le long terme sur des symptômes cliniques, en fait. Je pense vraiment qu'il y a un énorme impact entre les chocs émotionnels, les traumatismes, le stress et les maux physiques qu'on a, et qu'il y a beaucoup de choses qu'on a physiquement qu'on n'aurait pas si on avait géré justement nos émotions, nos chocs, nos traumas, etc. Complètement, c'est sûr. Bah, c'est sûr que c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé sur ce live, mais notamment sur le stress, il y aura vraiment un gros travail à faire sur les fonctionnements qui ont amené à être stressé comme ça, hein. Le perfectionnisme, le manque d'estime de soi, tout ce que tu as dit, c'est des choses qui vont être essentielles aussi pour l'équilibre hormonal, hein, finalement. Totalement. Bah, on peut se faire un live sur le stress aussi, hein. On peut se Ouais, faire un sur la pilule et un sur le stress, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi ouais, sur le lien entre complètement. l'acné et traumatisme, le stress. Donc, je me le note, voilà. Donc, je pense que ça a répondu en tout cas quand même à la question. Après, on a une question qui est: peut-on avoir de l'acné hormonal uniquement au menton, même si des examens de testostérone, delta 4, androsténédione, DHEA, alors qu'on est dans les normes? Ouais, Bonne question. complètement. Bah, c'est souvent le cas de la majorité des personnes qui ont de l'acné, malheureusement. C'est que les hormones redeviennent, enfin, sont normales sur les analyses. Déjà de un, parce qu'il faut savoir analyser correctement les résultats. Ça s'apprend, hein. C'est pas juste en regardant les normes, etc. Il y a plein d'autres choses à regarder. Et regarder le fonctionnement des hormones. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quand même des symptômes de l'acné alors que les hormones sont normales? Donc souvent, c'est qu'il y a un excès de, de conversion en DHT, la dihydrotestostérone, dont on a parlé tout à l'heure, qui ne se voit pas en fait aux analyses de la testo. Donc si la testo est normale et qu'il y a de l'acné, c'est qu'il y a un excès de conversion vers la DHT. Ok, et ça, peut-être qu'on peut le voir si on fait une analyse de la DHT? Alors, Ça ça ne n'existe se pas? dose pas, non, Ouais, c'est ça ne ça, se hein. dose pas pour les humains. Enfin, ça se dose peut-être en labo, mais enfin, dans la recherche scientifique, mais pour nous, ça se dose pas. Ok, ok, top. Donc, bon, bah voilà, donc c'est possible. Et encore une fois, il faut écouter ses symptômes, quoi. S'il y a de l'acné au niveau du menton, c'est qu'il y a probablement un problème au niveau hormonal. Après, on a tous des façons différentes d'exprimer l'acné. Donc, on peut en avoir au niveau du menton et que ce soit pas forcément directement hormonal, entre guillemets, mais au final, pour moi, toutes les acnés sont quand même plus ou moins hormonales, quoi. Ouais, bah oui, c'est C'est- certain. c'est- donc ouais, s'il y a toujours de l'acné au menton, ben, même si ça montre que c'est OK au niveau des hormones androgènes, ça peut quand même être hormonal totalement. Mm. Après, il y avait une question sur y a-t-il un intérêt de prendre des compléments d'iode? Je pense que c'était par rapport quand on parlait de la thyroïde et que tu disais qu'il y avait certaines analyses à faire. Ouais, ouais, c'est surtout intéressant d'avoir un bon apport d'iode au niveau alimentaire, déjà dans un premier temps. Donc de consommer des aliments riches en iode, comme le poisson, les crustacés, les huîtres qui vont être très riches en iode, les algues. Donc attention à la qualité des algues, hein, par contre, où est-ce que vous les achetez, donc plutôt en magasin bio. Va y avoir certains aliments comme le fromage de brebis des Pyrénées.
qui va être très riche en iode. Donc voilà, Ah ça c'est. ouais, ok. Ouais, ouais, ouais. Toi qui viens du coin en plus, Ah bah c'est ça, ouais. l'ossothérapie, voilà. Je prends grande note avec grande attention, puisque j'aime beaucoup les fromages de brebis. Donc, Ouais. Bon, en tout cas, il faut savoir que dans la majorité des gens, des personnes qui ont des problèmes d'hypothyroïdie, il va y avoir des déficits en iode sur les analyses. Donc, c'est bien d'aller vérifier avec une analyse urinaire, déjà, dans un premier temps. Et puis ensuite, oui, de se supplémenter s'il y a besoin. Mais c'est vraiment à faire au cas par cas, voilà, en se faisant accompagner. ouais, faut pas prendre un complément d'iode si on n'a pas fait une analyse qui montre qu'il y a vraiment un déficit Ouais. en iode, par contre. Parce que si tu as trop d'iode, pour le coup, c'est pas bon non plus. Il y aura moins d'impact qu'un déficit. Mais voilà, c'est quand Mais même il mieux. vaut mieux, du coup, pas prendre quand même un complément Oui, d'iode vaut mieux si on pas n'a pas prendre fait un d'analyse. complément quand on n'est pas formé, quoi. Ça, c'est un truc. Il faut faire attention avec les compléments. C'est pas anodin quand même. Là, on peut avoir de tout aujourd'hui sur le marché, dans la pharmacie, des trucs, mais enfin, il vaut mieux vérifier ses taux avant pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Ouais. Et on peut prendre aussi du sel iodé, non? Ouais, alors moi, je suis pas très fan du sel iodé parce que souvent le sel, il est pas, il y a des additifs dedans qui sont pas géniaux, quoi. Ok. Euh, donc, je conseille plutôt d'aller taper sur les aliments qui sont riches en iode. Voilà, le poisson, de manger plus de poissons, de crustacés, des huîtres quand on peut, si on aime ça, des algues, saupoudrer des algues sur ses plats, ça c'est très bien. Ok. Ok, super. Donc ça, c'est fait. Après, on a une carence en calcium peut impacter la thyroïde. Alors ça, pour le coup, je sais pas trop. Le calcium, c'est pas quelque chose dont je parle beaucoup, enfin que je regarde en fait. Alors, il va y avoir la parathyroïde, hein. Les parathyroïdes, c'est des petites glandes qui sont au-dessus des thyroïdes. Donc des fois, quand on enlève la thyroïde, il va y avoir des soucis au niveau des parathyroïdes, qui là va gérer tout ce Ouais. qui a un rapport avec le calcium. Mais pour le coup, ça, en fait, thyroïde et calcium, ça n'a pas de lien. Ok. Ok. Bon, bah très bien. Après, on a Vanessa qui nous disait, ça peut être décourageant toutes ces investigations avec tous ces facteurs et symptômes variés qui au final peuvent révéler différentes pathologies. Donc moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que justement, c'est beaucoup plus simple quand on se fait accompagner par Mm. quelqu'un qui s'y connaît, parce que effectivement, ça peut être décourageant quand on est face à cet océan de possibilités. Mais au final, il faut savoir que cet océan, il n'est pas si étendu que ça, parce qu'au final, on en revient toujours au même truc, on en revient toujours au stress, à de la résistance à l'insuline, à des troubles, enfin des déséquilibres hormonaux qui sont ben, trop d'hormones androgènes, déséquilibre entre la progestérone et les œstrogènes, donc mauvaise ovulation, des troubles au niveau digestif, une thyroïde qui est pas en forme. Donc on est toujours un peu dans les mêmes choses. Je veux dire, il n'y a pas des trucs genre waouh, sortis du chapeau qu'on connaît pas et dont on n'a jamais entendu parler. Mais c'est beaucoup plus simple quand on se fait accompagner par quelqu'un qui s'y connaît. Et comme ça, ben, c'est cette personne-là qui va prendre, qui va regarder les choses, les symptômes, qui va se dire, à mon avis, c'est plutôt là qu'il faut creuser, c'est plutôt dans cette direction, que Ouais. quand on est tout seul et qu'on connaît rien, c'est vrai que ça paraît genre, waouh, il y a tellement d'informations, tellement de choses, mais en réalité, ça revient souvent sur les mêmes trucs. Et j'ai l'impression que, notamment sur l'acné, ça revient souvent en fait à du bon sens. Enfin, c'est souvent du bon sens, rien que ça, je pense que ça peut éliminer une grosse majorité des acnés qu'il y a si on revient à des choses, ouais, du bon sens, quoi, de se coucher à des heures normales, arrêter de scroller des heures sur les réseaux sociaux, passer du temps dans la nature, avoir une vie sociale intéressante, enrichissante. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait qu'on ne fait plus, dont on est coupé un peu malgré nous, et qui en fait sont des choses vraiment essentielles à notre équilibre de santé, quoi. C'est ça. Donc, Bah, t'as résumé hein, par rapport à ça. Moi, je pense que vraiment, il faut se faire accompagner pour aller. Justement, en fait, les personnes qui sont formées pour vous accompagner, elles vont vraiment aller regarder et mettre le doigt sur les choses à aller investiguer. Là, on a parlé d'énormément de choses parce qu'en fait, toutes les personnes sont différentes et c'est ça qui fait aussi la beauté du corps humain. Hein. C'est qu'on ne peut pas
bah, en fait, il n'y a pas de traitement magique qui va fonctionner, tout simplement parce que c'est un problème de fonctionnement et de terrain. Donc tout le monde sera complètement différent. Et c'est pour ça que les thérapeutes formés, ils sont là justement pour mettre en évidence ce qu'il faut aller regarder, quoi. Donc ne vous découragez pas, de toute façon, il y a forcément une solution pour chacun. Donc voilà. Totalement. Après, on avait une carence en protéines égale foie qui ne fonctionne pas très bien, égale excès d'œstrogène plus thyroïde ralenti. Est-ce bien ça? Alors, c'est plus complexe que ça. Déjà, une carence en protéines oui, va impacter le foie, mais c'est pas forcément le premier impact de la carence en protéines. Euh, Après, oui, effectivement, un foie qui est fatigué, ça va générer des problématiques de détox des hormones. Donc, les oestrogènes vont peut-être, il va y avoir plus d'imprégnation en oestrogènes. La détox, enfin, la thyroïde va moins bien convertir la T4 en T3 parce que ça se fait dans le foie. Donc, s'il est fatigué, ben forcément, il va mettre son énergie sur d'autres choses que la thyroïde. Donc, ça va avoir un impact. Mais la carence en protéines, c'est pas forcément la cause première d'un problème de foie qui fonctionne pas bien. Ok. Donc voilà, ça c'est répondu. Alors après, est-ce que s'il y a eu des manques nutritionnels pendant 10 ans suite à des TCA, le corps se souvient, même si c'est plus ou moins rentré dans l'ordre? J'ai de l'acné surtout dans le dos et un mélasma. Ouais, bah oui, c'est ce que tu dis, hein. Du coup, tu vois, le mélasma, c'est vraiment un signe de déficit en cortisol. C'est un signe de problématique au niveau du stress. Donc, les TCA, l'anorexie, etc., ça va avoir un impact sur le corps, hein, sur du long terme. Donc, il faut aller, comme je te l'ai dit tout à l'heure, regarder les micronutriments, voir, faire une investigation vraiment de ce côté-là, quoi. Et ça permettra de réguler les hormones pour pouvoir éviter cette acné et améliorer, enfin, booster le cortisol, éviter le stress, etc. Tout à fait. Après, on a quelqu'un qui nous demande quand on parle d'aller voir un médecin non fonctionnel, c'est-à-dire. Alors, en fait, il y a une spécialité dans la médecine qui s'appelle la médecine fonctionnelle, la santé fonctionnelle. Et il y a certains médecins qui sont déconventionnés, hein, là, pour la majorité par contre, qui vont proposer des consultations en santé fonctionnelle. Donc, quand il y a des problématiques justement du polymorphisme, etc., qu'il y a des besoins de changement de traitement, souvent je conseille d'aller voir ces médecins-là parce qu'ils savent, en fait, ils connaissent les problématiques de fonctionnement de la thyroïde, des polymorphismes, alors que les endocrinos, par exemple, vont pas forcément aller regarder ce genre de choses. Euh, Ils sont pas formés, en fait, à ce type de choses. Voilà. Après, moi, par exemple, je suis naturopathe, je suis formée en santé fonctionnelle. Donc, la santé fonctionnelle, il y a aussi des thérapeutes, des naturopathes ou des ostéos, enfin voilà, d'autres professionnels du bien-être ou de la santé qui le proposent. Donc, il n'y a pas que les médecins. Médecins, ce qui est intéressant, c'est quand il y a l'aspect Prescription, quoi. médicaments, prescription aussi Ouais. à côté. Et puis, ou sinon, tout simplement parce qu'on a envie de se faire suivre par un médecin, hein. Voilà. Ok, ok, super. Il y a quelqu'un qui nous demande aussi pour l'iode, est-ce qu'on peut utiliser du sel marin ou pas? Alors, le sel de Guérande, par exemple, je ne sais pas Du si c'est sel ça la marin. question. Alors, il y a des sels qui sont enrichis en iode, donc ce sera toujours noté dessus Ouais, quand ils sont enrichis en iode. Mais le sel classique, naturel, en fait, il n'est pas enrichi en iode, celui-ci. Donc, il va apporter un petit peu d'iode, mais très peu ouais. par rapport à celui qui est enrichi en iode. Le problème du sel enrichi en iode, c'est souvent des marques euh, qui mettent des additifs dans leur sel qui sont pas très bons pour la santé. Je dirais pas la marque, mais Ah mince, parce que moi ça m'arrange de savoir, parce que moi j'ai pris un sel exprès enrichi en iode pour. J'avais pas l'impression qu'il y avait vraiment beaucoup d'additifs dedans, je crois qu'il y a un truc dedans. ouais, Euh, c'est le cérébos, le sel bleu là. Je sais pas si c'est celui que tu as ouais, pris, mais c'est celui que j'ai pris, parce que sinon il y avait la baleine. ouais, Il y bon, avait la baleine, la- je crois que c'est pareil pour le coup. Mais Bah, c'est ça, j'ai regardé les ingrédients, ça m'avait l'air d'être la même chose, donc je me suis dit bon. en fait, il y a eu des soucis dans les années, je crois que c'est les années 60 à 80, je sais plus là.
Bon, bref, il y a quelques temps, il y a eu des soucis chez les populations qui habitaient à la montagne notamment, où ils avaient très peu d'apport de poissons, de crustacés. Ils se sont rendus compte qu'ils faisaient énormément de goitres avec le crétinisme des Alpes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette histoire. Mais du Hmm. coup, les enfants en fait, qui naissaient, ils naissaient mal formés à cause du manque d'iode. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé d'enrichir le sel en iode, pour justement que ces populations-là puissent avoir suffisamment d'iode pour éviter ces problèmes de malformation. Et Hmm. aujourd'hui, on a accès à des aliments comme les algues, les huîtres, beaucoup plus facilement qu'avant. Je pense que pour le coup, il n'y a pas forcément besoin de passer par le sel, en sachant que ce sel-là, qui est enrichi en iode, il n'est pas très, pas ouf, quoi. Ok, bon à savoir, je prends note. Hop, et voilà. Alors, je regarde s'il y a Vive le sel de l'île de Ré naturel. Très bien. Et Vanessa qui nous remercie pour nos mots et nos réponses sur l'anorexie et que effectivement l'anorexie avait débuté au décès de son papa. Mm. Et voilà. Bon, moi aussi j'ai vécu ça et effectivement tout le monde ne réagit pas de la même façon et c'est pour ça que c'est hyper important de se faire accompagner au niveau psy aussi. Parce que souvent les symptômes qu'on a ça cache des choses beaucoup plus profondes. Et notamment l'acné. L'acné chez la femme adulte, il y a énormément de causes émotionnelles derrière, que ce soit la cause ou la conséquence. Donc c'est pour ça que pour moi, quand on a de l'acné, c'est indispensable de faire un accompagnement, un suivi psy, que ce soit avec un psychologue ou vraiment de la thérapie, on va dire des thérapies brèves comme le MDR, le FT. Moi, ce que je fais en psychotraumatologie, voilà, pour moi, c'est indispensable, selon moi, pour la guérison. Et parfois, c'est vraiment ce qui bloque aussi la guérison. Ouais, complètement. Si on a des croyances que, bah non, c'est pas possible que j'ai plus d'acné, que j'aurai toujours de l'acné, que avoir une police, c'est pour les autres, des choses comme ça peut paraître tout bête, mais en fait, ça l'est pas du tout. C'est pas du tout anodin, donc voilà. Bah, en tout cas, plein de force à toi, Vanessa, pour ce que tu continues de vivre aujourd'hui. Et j'espère que tu as de l'accompagnement et que t'es pas toute seule avec ce deuil. Mm. Donc, eh bien, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, s'il y a d'autres questions, bah, posez-les en commentaire de la vidéo qui sera publiée en replay et on viendra y répondre. Et puis, du coup, je pense qu'on fera un live prochainement sur le stress et sur la pilule avec Adèle Ouais, complètement. pour parler de tout ça. Et voilà, en tout cas, c'était hyper intéressant. Bah, j'ai trouvé ça passionnant. J'ai pas vu le temps Mm. passer. Donc merci beaucoup ben, d'avoir été là, de nous avoir partagé tout ce que tu sais sur le sujet. Et puis bah, du coup, je me réjouis de faire un prochain live avec toi Bah oui, sur d'autres merci à toi sujets. aussi de m'avoir invité. Avec C'était un grand plaisir. plaisir. Donc, avec plaisir pour refaire un live quand tu veux. Voilà, on s'organisera pour trouver une date. Trop bien. Et ben merci à toutes les personnes qui ont assisté aujourd'hui en live et à toutes celles qui verront la vidéo en replay. J'espère que ça vous aura apporté beaucoup de valeur et d'input pour l'acné et pour les troubles hormonaux. C'est le but Ouais, de notre compte respectif, c'est de pouvoir aider le maximum de personnes. Donc bah, merci pour votre présence. Et puis bah, encore merci à toi Adèle et puis bah, à bientôt. ouais, à Prenez bien bientôt. soin de vous. Merci à tous, hein. Ciao, du coup. Merci. Ciao.